Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On a plein de sujets à voir ensemble, la Fed, la BCE, la grande première demain de Christine Lagarde. Mais d'abord, quand même, parler de Paul Volcker, Oui. un grand monsieur, un grand banquier central, ancien président de la Fed, qui est mort, qui est décédé dimanche dernier. Il faut rappeler un peu le contexte qui est très différent d'aujourd'hui. C'est un homme qui a terrassé l'inflation américaine, qui minait l'économie américaine. Il faut se souvenir, début des années 80, on était, je sais pas, à 15-20% d'inflation. En 3 ans, entre 80 et 83, il fait passer l'inflation de 15 à 3%. On sait que on l'a toujours décrit comme un faucon redoutable, qui a été impopulaire, qui a eu le courage de l'impopularité parce qu'il a imposé des taux Fed Fund, il faut s'imaginer, à 12%, taux d'escompte américain qui était jusqu'à 12%. Il a été très courageux. Il a été courageux. Justement, l'économie américaine est rentrée en récession suite à ça. Il y a eu un chômage qui est monté jusqu'à 11% en 83. C'est ça que vous retenez de sa présidence, le courage, c'est ça? On est parti d'une période de stagflation, vous vous souvenez, on avait stagnation économique et un niveau d'inflation qui était absolument insoutenable. Et donc il fallait changer complètement la donne. Il fallait un type, si je puis dire, très courageux. Paul Volcker a été vraiment un banquier central absolument exemplaire. Il a clairement dit ce qu'il fallait faire. Il, d'ailleurs, indique dans ses mémoires très très bien la difficulté qu'il avait pour arriver à faire passer, en effet, une politique monétaire qui cassait l'inflation. Ouais. Et nous vivons encore sur l'héritage de Paul Volcker. Ouais. Paul Volcker a cassé l'inflation dans le monde entier, finalement. Pas simplement aux États-Unis, mais par voie de conséquence dans le monde entier. Mais c'était en même temps un homme intègre, très courageux, comme je l'ai dit, très déterminé, et en même temps très affable et très généreux. Pour moi, c'était un grand ami et à la fois un modèle de banquier central et un ami. Et je dois dire que ce n'était pas simplement pour moi. Moi, j'ai présidé le G10 des banquiers centraux à Bâle pendant de longues années, et aussi la réunion des gouverneurs de banque centrale. Le rôle modèle, c'était réellement Paul Volcker. Ouais, on disait qu'il faisait peur aux politiques, mais peur aussi au marché. Et là, on se dit, c'est intéressant de mettre ça en comparaison à une autre époque aujourd'hui, où on dit que ce sont parfois les marchés, notamment les marchés obligataires, qui dictent un petit peu aux banquiers centraux ce qu'ils doivent faire. C'est intéressant il a maintenu une ligne qui, à certains moments, en effet, ne plaisait pas aux exécutifs. Elle plaisait évidemment aux concitoyens, parce que les concitoyens n'ont aucun avantage à une inflation galopante. Ils voient les prix monter en permanence, l'érosion monétaire permanente, ce n'est pas du tout populaire. Nos concitoyens, nulle part, n'aiment cela. Mais en effet, à certains moments, il lui fallait prendre des décisions que les marchés n'appréciaient pas nécessairement. Il n'a pas hésité à le faire, et au total, tout le monde aujourd'hui lui reconnaît le mérite, comme je l'ai dit, d'avoir été un très grand banquier central et d'avoir préservé la stabilité des prix qui était très gravement mise en cause dans les années 70. Et d'avoir farouchement défendu, Jean-Claude Trichet, son indépendance. Il a fait beaucoup pour renforcer la crédibilité, l'indépendance de la Fed aussi. Oui, bien sûr. La Fed était censée être indépendante. Oui. Elle pouvait être plus ou moins complaisante. Avec lui, elle ne l'a pas été du tout. Et alors qu'il était démocrate d'affiliation, disons, politique, il a eu de mauvaises relations, en particulier avec Jimmy Carter. Exactement. Bon, après, la question de l'indépendance, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien que de Jérôme Powell... c'est compliqué la vie de banquier central, de président pour lui, de la Fed, quand on voit comment son indépendance est mise à mal. Alors il s'est un peu calmé récemment, Donald Trump, mais avec encore une fois un président américain qui ne cesse de lui taper dessus. Oui, mais enfin c'est un président américain qui ne cesse d'insulter ses partenaires, ses alliés, tout le monde. Donc je ne crois pas que les observateurs accordent une grande importance à ce que le président dit de Jay Powell, dont l'indépendance est garantie par le Congrès, pas par le président des États-Unis. Donc je trouve qu'il fait exactement ce qu'il faut faire sous un orage de tweets, mais qui n'ont pas de conséquences et qui ne doivent pas avoir de conséquences, ni dans un sens ni dans un autre. C'est toute la difficulté d'ailleurs du banquier central indépendant. Puisqu'on parle d'inflation, Jean-Claude Trichet, pour les plus jeunes qui nous regardent, qui entendent parler de 15-20% d'inflation, c'est aujourd'hui un combat d'un autre temps, ça paraît lointain. Et aujourd'hui, le combat des banquiers centraux, et on parle après de la Fed et de la BCE, justement, c'est de ranimer l'inflation. C'est d'arriver à la stabilité des prix telle que toutes les grandes banques centrales des pays avancés l'ont définie, c'est-à-dire autour de 2%. Le Japon, les États-Unis
Bien entendu, la BCE et la Banque d'Angleterre ont cette définition de la stabilité des prix. C'est très difficile dans certains pays. On y arrive dans d'autres. Les États-Unis sont pratiquement oscillent autour de 2% à peu près. Pour nous, Européens, ça reste un sérieux problème que d'arriver à ancrer les anticipations à moyen terme autour de 2%. Mais on y arrivera, j'en suis convaincu. On va en parler juste après quand on parlera de Christine Lagarde et de cette revue stratégique des objectifs et des moyens de la BCE qu'elle veut lancer. On parle de la Fed qui se réunit pour le coup jusqu'à ce soir, Jean-Claude Trichet. Le statu quo est attendu en matière de politique monétaire, mais quand on voit les derniers chiffres, encore une fois, d'emploi aux États-Unis, vous avez vu, 270 000 quasiment créations de postes en novembre. On se dit, mais peut-être que ces 3 baisses de taux de la Fed qu'on a eues cette année, c'est peut-être pas nécessaire, non? Tout le monde a été surpris par cette croissance de l'emploi spectaculaire qui n'avait pas été prévu par les économistes. On va voir. Il est possible que ce soit une bosse et que ce soit, soit révisé, soit compensé dans les trimestres et mois qui vont venir. Au total, si vous voulez, il est clair que la politique monétaire de la Banque centrale américaine est au-delà des observations historiques à ce stade du cycle économique. Nous sommes en présence d'une politique très accommodante, alors que nous avons depuis maintenant plus de 10 ans une croissance ininterrompue. On est dans la plus longue période de croissance ininterrompue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la précédente, c'était 91 à 2001. Où il n'y avait pas besoin de ces 3 baisses des taux de la Fed cette année. Écoutez, quand on voit la robustesse... mon sentiment est que nous sommes à un point où il y a probablement trop d'accommodation au total aux États-Unis. Non seulement l'accommodation monétaire, mais aussi une accommodation budgétaire, une expansion budgétaire qui est également très importante. Vous savez à combien on est aujourd'hui quand on cumule toutes les administrations fédérales et autres aux États-Unis en déficit public? On est quasiment à 6%. Oui, plus de 5%. Plus de 5% du produit intérieur brut. Et le déficit de la balance des paiements courants est totalement structurel. Il oscille autour de 2,5-3%. Oui, mais la contrepartie, c'est de la croissance, c'est 3,5% de chômage. Et on se dit, voilà, nous, en Europe, on a ces 3%. Les Américains, ils s'en fichent. Ils croissent plus vite. Le problème, comme on dit, c'est la soutenabilité de cet épisode assez extraordinaire, en effet, du point de vue de l'emploi. Quand on aura, ce qui arrivera inévitablement, pas l'année prochaine, mais l'année d'après probablement, une phase dépressive du cycle économique, une récession, le début d'une récession. Pour vous, il y a un début de récession aux États-Unis en 2021 On dira peut-être qu'il y avait beaucoup trop d'accommodation. Ils n'ont pas essayé vraiment de préserver une croissance ininterrompue pendant plus longtemps parce qu'ils ont été trop laxistes. On verra. Pour le 2021 aux États-Unis, c'est le début. Pour le moment, personne ne pense, et je crois que ce sentiment est fondé, qu'il y aura une récession aux États-Unis l'année prochaine, alors que vous vous en souvenez peut-être, il y a 3 mois ou 6 mois, c'était la thèse qui était reprise le plus généralement par les économistes et pourquoi les observateurs. Peut-être parce que justement, on a évité cette récession, parce que la Fed a agi. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent de l'expliquer. En ce moment, il y a des éléments qui s'avéreront peut-être exacts, notamment les négociations avec la Chine, qui sont perçues comme étant moins tragiques. Le Brexit, le no deal est maintenant considéré comme exclu par l'ensemble des observateurs et des participants du marché. J'espère qu'ils ont bien raison, mais il est clair qu'on est dans un environnement international qui est assez différent de celui qu'on avait auparavant. Naturellement, le changement assez dramatique de politique monétaire aux États-Unis, entre un épisode où les taux montaient et puis un épisode où les taux baissent, évidemment, a créé un environnement également très différent. Et donc cette bonne tenue de l'économie américaine ne nécessite pas du tout, j'ai compris ce que c'est votre message, ne nécessite pas d'avoir de nouvelles baisses de taux. Les taux sont au niveau là où ils doivent être, c'est ce qu'a répété, au bon niveau, c'est normal, c'est ce qu'il a dit Jérôme Powell. Encore une fois, je crois qu'on a trop d'accommodation aux États-Unis actuellement. Voilà. Donc évidemment, à contrario, ce n'est pas la peine d'imaginer de nouvelles baisses de taux. Mais enfin, on va voir. Encore une fois, la Banque centrale est indépendante. Elle doit être indépendante, évidemment, du président Trump et également indépendante des marchés. Ceci est également très important. Mais c'est un souhait ou c'est un vœu pieux? On revient à Paul Volcker. Non, c'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est qu'on ne cède à aucun lobby parce qu'on a des responsabilités à moyen terme. En même temps, la Fed globalement, les banques centrales ne prennent pas à revers les marchés. Pour le coup, sur les... Encore une fois, leur métier, ce n'est pas de suivre les marchés.
Parce que les marchés peuvent, à un certain moment, se tromper complètement et vous mettre dans une situation de 2007 ou 2008 ou 2010 et 2011. C'est de préparer les marchés. Donc, il faut maintenir très clairement sa boussole sur la stabilité. Et la stabilité, c'est ancrer les anticipations, notamment d'inflation, à 2% à moyen terme, moyen-long terme, quelles que soient les fluctuations que l'on observe à l'instant présent, et en même temps, disons, ne pas surprendre dramatiquement les marchés. C'est-à-dire que si on a décidé de baisser les taux ou de hausser les taux, à mon avis, il vaut mieux le laisser entendre assez clairement, aussi clairement que possible au marché, parce qu'il n'y a aucun avantage à surprendre dramatiquement les marchés. On l'a vu d'ailleurs dans les années qui ont précédé, le crash des obligations en 1994 a été payé finalement très très cher. Oui, mais c'était une hausse de taux. La bonne surprise, c'est quand on prend les marchés à revers pour une baisse de taux, c'est moins grave. Ça dépend, si vous voulez. Ça peut aussi les surprendre et les inquiéter. Il n'est jamais bon de les surprendre et de les inquiéter. À mon avis, on a intérêt à leur permettre d'anticiper un peu les décisions qui seront prises à court terme. Mais ça vous a sur le long terme, Jérôme Powell, la Banque centrale doit être farouchement indépendante, ou alors elle ne fait pas son boulot. Mais on a tous été surpris en début d'année quand Jérôme Powell, qui nous avait prévu effectivement des hausses de taux sur 2019, qu'en fin 2018, entre décembre 2018 et janvier 2019, on a tous, et j'imagine vous aussi, surpris par ce changement de ton. C'est du passé, ça. C'est du passé. On a été surpris tous quand même. Vous parliez, Jean-Claude Trichet, de la guerre commerciale et des aléas de cette guerre commerciale. On a le sentiment que la Chine souffre plus que les Américains aujourd'hui de ce bras de fer commercial imposé par le président Trump. Et on se dit que tant que l'économie américaine ne ralentit pas vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui, il peut maintenir la pression Donald Trump sur l'administration chinoise pour obtenir plus de concessions. Il y a grille de lecture aussi. Il y a deux éléments qu'il faut toujours avoir en tête. Un des éléments compare l'Europe et les États-Unis. Nous sommes 2 fois plus dépendants du commerce international que les États-Unis d'Amérique. Donc, le jeu de Trump, pour des raisons politiques, d'être extrêmement agressif sur le plan commercial, ce qui est approuvé malheureusement par une très large majorité aux États-Unis, aussi bien démocrates que républicains. Et que dans l'opinion publique aussi. Ne lui coûte pas trop cher. En tout cas, il lui coûte 2 fois moins cher qu'il ne coûte aux Européens. Le ralentissement du commerce international nous coûte 2 fois plus cher. Européens qui n'ont rien demandé dans cette affaire. Exactement. Bien que nous soyons la première puissance commerciale du monde, et de loin. Donc on est dans une situation qui, de ce point de vue-là, si vous voulez, explique d'une certaine manière la légèreté avec laquelle ces problèmes sont traités. Alors la Chine, c'est autre chose. Elle est elle-même très dépendante, évidemment, du commerce international. Elle a un ralentissement qui est structurel parce qu'elle est en train d'opérer elle-même une restructuration d'ensemble de son économie. Et donc il n'est pas anormal qu'on ait un ralentissement logistique, si je puis dire, de la croissance chinoise, qui n'est pas entièrement due à l'agression américaine, entre guillemets. Mais l'agression américaine qui fait freiner plus quand même que ce qui était escompté. Manifestement, c'est devenu entièrement politique. Le président des États-Unis a les yeux rivés sur sa réélection et toutes ses décisions, et Wall Street notamment... Wall Street. Politique. Et en particulier, évidemment, dans sa relation avec la Chine. On n'est pas tellement avancé, n'empêche, après on passe à autre chose, mais on n'est pas tellement avancé parce que d'après le Wall Street Journal, Washington et Pékin envisagent de repousser cette fameuse date du 15 décembre pour savoir si Donald Trump allait, oui ou pas, rajouter de nouvelles surtaxes sur 160 milliards d'euros d'importations chinoises, notamment de produits électroniques consommés par les Américains. On navigue toujours à vue. Il y aurait donc un accord pour dire on repousse dans le temps d'éventuelles surenchères des deux côtés, mais on navigue toujours à vue 18 mois après. C'est la marque du nouvel exécutif américain, incertitude complète et réaction plus ou moins erratique. Donc on est en présence dans une situation qui est très profondément anormale. Personne ne sait en effet ce qui va se passer, alors même que le commerce international dépend énormément de la confiance que l'on peut avoir dans l'avenir proche et lointain, que les investissements dépendent énormément, évidemment, de la confiance que peuvent avoir l'ensemble des agents économiques. Donc on est à contre-exemple. Tout ça ne tient aux États-Unis qu'avec une politique incroyablement accommodante. Et résultat, malgré la guerre commerciale, les marchés actions sont au top, comme on dit, des deux côtés de l'Atlantique. Il n'y a rien là qui soit très réjouissant. Pour les États-Unis, clairement, on est en présence de la traduction sur les marchés d'actifs d'une politique, encore une fois, extraordinairement accommodante.
ce n'est pas très sain, à mon avis. Et donc, il y aura nécessairement, à un moment ou à un autre, une correction. Ouais. Retour aux fondamentaux, comme on dit. On parle, il nous reste évidemment quelques instants tranquillement pour parler donc de cette grande première pour Christine Lagarde demain, qui va présider pour la première fois donc cette réunion de politique monétaire en tant que présidente à la tête du Conseil des gouverneurs. C'est pas facile comme exercice d'ailleurs. Vous vous rappelez d'ailleurs vous-même de votre grande première, on est en 2003 non? Je me rappelle que mon prédécesseur disait, avant chaque conférence de presse, il faut que je prenne des pilules pour tenir le coup. Alors, la première question qu'on m'avait posée, c'est est-ce que vous allez prendre des pilules pour tenir le coup dans une conférence de presse? Ouais. Et j'ai expliqué que c'était pas mon habitude et que je n'avais pas ce genre de problème. La conférence de presse est une épreuve, incontestablement, parce qu'il faut maîtriser complètement son langage. Et donc, c'est une épreuve qui n'est pas facile. Ceci dit, Christine Lagarde a passé des épreuves de ce genre depuis 15 ans, sans arrêt, soit en tant que ministre, soit en tant que managing director, directeur général du Fonds monétaire international. Donc, je n'ai aucun souci pour elle. Aucun. Mais il y a un jargon BCE, elle a admis qu'il fallait qu'elle se familiarise, qu'elle continue d'apprendre le jargon de la BCE, parce que, vous le confirmez, il y a une espèce de grammaire financière qu'il faut maîtriser pour se faire comprendre, j'ai envie de dire, à la nuance près par les marchés. Oui, c'est vrai que chaque adjectif compte, chaque mot compte. Mais il n'y avait jamais d'impro chez vous, il n'y avait jamais d'improvisation, tout était écrit, préparé. Comment? Il y a des questions-réponses. Les réponses aux questions ne sont évidemment pas écrites. Donc vous devez improviser en permanence. Il y a les questions, il y a vos réponses, c'est l'adage. Non, c'est le jeu, si vous voulez, de la transparence qui est maintenant la norme pour toutes les banques centrales. Et donc non, aucune réponse n'est écrite à l'avant. On sait ce qu'on veut dire. Voilà. Et on ne va pas répéter la question quand on répond. On sait exactement ce qu'on veut dire. Et c'est évidemment un petit jeu que les hommes politiques connaissent bien, mais que les banquiers centraux connaissent aussi parce qu'ils pourraient, en effet, commettre des erreurs à la Greenspan, si je puis dire. Voilà, c'était cette sortie, on rappelle en Greenspan, si vous m'avez compris, c'est que je me suis bien exprimé. Monsieur le sénateur, vous croyez avoir compris ce que je viens de dire, c'est probablement que j'ai fait une erreur quelque part. Voilà, qui est resté dans les mémoires. La difficulté pour elle, ça sera d'être dans la continuité de Mario Draghi tout en imprimant sa marque. C'est ça le challenge pour elle? Écoutez, le problème, c'est la Banque centrale européenne, ce n'est pas le président de la Banque centrale européenne ou la présidente de la Banque centrale européenne. Bien entendu, il y a continuité, ne serait-ce que parce qu'il y a le même Conseil des gouverneurs et que toutes les décisions sont prises par la majorité du Conseil des gouverneurs. Il n'y a pas continuité en ce qui concerne la manière de faire, en ce qui concerne l'expression, en ce qui concerne sa marque. La communication et aussi la visibilité de ce que l'on veut faire ou ne pas faire. Et donc, là aussi, je fais pleine confiance évidemment à Christine Lagarde pour être aussi clair que possible. Quand on a été et qu'on a participé à je ne sais combien de conférences de presse du directeur général du Fonds monétaire international, on n'est pas un débutant. Après, on n'est pas une débutante. Ouais, loin s'en faut. Après, on a compris qu'elle l'a dit d'ailleurs au début décembre, elle veut lancer une vaste revue stratégique de la politique monétaire de la BCE sur les objectifs, les moyens d'action. On a compris, c'est vrai que c'est important, en même temps il ne faut pas se précipiter. C'est important pourquoi? Parce que l'inflation reste chroniquement en zone euro moitié moindre que l'objectif attendu et que la dernière révision stratégique remonte à votre ère. Quand vous arrivez à la BCE, vous demandez une révision stratégique. Le monde a changé depuis 2003. J'ai participé moi-même à la révision stratégique parce que j'étais membre du Conseil des gouverneurs. Et c'est la décision très importante qui a été prise, c'est de dire le moins de 2% doit être compris, s'agissant de la définition de la stabilité des prix, comme moins de 2, mais proche de 2. Et il y avait un certain nombre d'autres choses, mais c'était ça le point. Mais il ne faut pas le faire évoluer aujourd'hui, Jean-Claude Trichet, justement parce que cette inflation proche de 2, juste en dessous, on voit bien qu'elle est pour l'instant inatteignable. Après tout ce qui a été fait par la Banque centrale européenne, donc aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas dire juste autour de 2%, voilà, est-ce qu'il ne faut pas, bref, il faut revoir cet objectif. Au moment où nous parlons, ils sont aux alentours de 2%, ils sont à 1,8, 1,9 pour l'ancrage des anticipations d'inflation à moyen terme. L'ancrage, pas l'ancrage, mais le réel, au réel. Les États-Unis ont lancé cet exercice et ils ne l'ont pas, à ma connaissance, totalement terminé. Les Européens ont raison de lancer cet exercice. Dans les deux cas, si vous voulez, je m'attends à ce qu'on travaille sur la manière dont il faut gérer, en effet,
la conduite de la politique monétaire dans le moyen terme, lorsqu'il y a des épisodes où on est en dessous de 2% et des épisodes où on doit nécessairement être au-dessus de 2%. Il faut être plus flexible. Osciller autour de 1,8, 1,9, ça veut dire en effet monter et descendre. De mon temps, on montait et on descendait. Moi, quand j'ai quitté la Banque Centrale Européenne, on avait atteint 4% d'inflation, 4% d'inflation dans les 12 mois avant mon départ. Donc, on a nécessairement des périodes où on est en dessous et des périodes où on est au-dessus. Les Américains ont conclu qu'il fallait maintenir les 2% comme objectif, comme définition de la stabilité des prix, et avoir une politique symétrique et flexible. Pour ce qui concerne, si vous voulez, les oscillations que j'évoquais, en ayant comme point d'ancrage l'anticipation des anticipations d'inflation. On va voir ce que va décider le Conseil des gouverneurs. Je pense que, si vous voulez, il serait probablement excellent de réfléchir à la manière dont on gère, en effet, ces hauts et ces bas à moyen terme, à moyen long terme, mais j'aurais un peu de mal à penser que, alors même qu'on a aujourd'hui les 4 grandes banques centrales des pays avancés, les 4 qui émettent la monnaie du panier des droits de tirage spéciaux, Angleterre, Europe, États-Unis et Japon, ont la même définition de la stabilité des prix au moment où je parle. Pas en sortir. Je pense que ce serait une erreur d'en sortir personnellement. Mais ceci dit, encore une fois, je ne suis pas au Conseil des gouverneurs. Bon, dernier point, elle semble, Christine Lagarde, elle l'a dit, vouloir verdir un petit peu l'action de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'elle a raison? Comment est-ce que la BCE peut prendre en compte justement ce changement climatique? Je crois que toutes les banques centrales ont maintenant clairement le sentiment qu'elles doivent regarder de très près les risques de toute nature, et évidemment financiers, économiques et financiers, qui sont associés à la non prise en compte de la transition verte. Et ceci, en effet, pourrait être très grave pour certaines entreprises négligentes qui ne tiennent pas compte du fait que tout est en train de changer et tout doit changer. Et donc, je pense qu'il y a là un élément extrêmement important dans la perception que doivent avoir l'ensemble des agents économiques, bien sûr, mais aussi dans l'action des banques centrales, dans leur fonction de surveillance des risques systémiques et, quand c'est le cas, et c'est le cas de la Banque Centrale Européenne, de surveillance des banques commerciales. Regardez comment les banques commerciales prêtent, si elles prêtent à des activités polluantes, peut-être moins... Regardez quel peut être l'impact sur les banques commerciales de la négligence dans leurs propres risques sur des entités qui, elles, seraient inconscientes. Mais sur des actions concrètes, encore une fois, dans des outils concrètement prêtés, encore une fois, uniquement aux banques qui, derrière, se sont engagées à soutenir ou ne pas financer celles qui... Non, à mon avis, la politique monétaire d'une banque centrale ne peut pas être sélective. Parce que si elle était sélective, vous auriez 36 autres domaines dans lesquels il faudrait que la Banque centrale soit active. La lutte contre les inégalités, bien mentales, l'ensemble des aspects sociaux sont fondamentaux. Donc on ouvre une brèche. L'éducation, formation est très importante, plus importante que jamais. Donc je crois que les banques centrales ne peuvent pas se lancer dans des politiques sélectives en ce sens. En revanche, elles doivent être extraordinairement attentives à ce que les risques associés à la transition énergétique soient aussi limités que possible. C'est leur travail à la fois en tant que banquier central et aussi en tant que surveillant bancaire. Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Juste une dernière question, on a cette critique contre les taux négatifs, les effets secondaires des taux négatifs des banques centrales, notamment évidemment de la BCE. Est-ce que la BCE ne sous-estime pas un peu justement les effets? Elle vient de prendre des décisions pour limiter précisément les effets négatifs des taux négatifs. Et ceci n'est pas négligeable du tout. La dernière décision qui a été prise a beaucoup plus préservé les banques qu'elle ne les a accablées. La dernière décision d'abaissement de 10 points de base. Donc il faut être conscient de ça. Je crois que la Banque centrale est consciente de ça. Parmi les examens auquel le Conseil des gouverneurs va procéder à la demande de Christine Lagarde, il y a certainement l'analyse de tous les éléments non conventionnels dans les politiques qui sont menées actuellement, avec leurs aspects positifs et leurs aspects négatifs. Je considère personnellement, et j'ai pris position publiquement là-dessus,
que les aspects positifs l'emportent sur les aspects négatifs au moment où nous parlons, et que si on n'avait pas pris toutes ces décisions, on serait dans une situation bien pire, y compris en Suisse, y compris en Suède. Mais il n'y a pas un point d'inflexion on parle des taux d'intérêt négatifs à la Banque Centrale Européenne en disant elle est beaucoup trop anormale, la BNS. laxiste. Mais la Banque de Suisse, elle, est à moins 0,75. Alors je n'en fais pas l'éloge des moins 0,75, pas du tout. Mais je veux dire, on est en présence d'une situation dans laquelle toutes les banques centrales ont à faire face à des problèmes très graves dans le fonctionnement de l'ensemble des économies avancées. Elles ne peuvent pas tout faire, elles font énormément, et l'un des points sur lesquels Christine Lagarde devra être très attentive, c'est la communication avec les autres partenaires, les gouvernements, les parlements, les politiques budgétaires, les institutions européennes et les partenaires sociaux, car tous ont en effet une responsabilité dans le fait que les pays avancés, et certainement la zone euro, mais tous les autres pays avancés aussi, sont dans une situation anormale. Voilà, mais on finit là-dessus, mais sauf que vous disiez les effets positifs l'emportent aujourd'hui en termes de politique monétaire sur les effets négatifs. On a le sentiment, en tout cas, que les effets négatifs montent de plus en plus et sont sur le bord de compenser les effets positifs. On n'en est pas loin. Écoutez, on va voir. Il est clair que le problème, c'est pas tellement de peser au trébuchet les aspects négatifs et positifs de ce que font les banques centrales. Le problème, c'est qu'elles sont les seules à prendre toutes les responsabilités. On est dans une situation où les gouvernements, les parlements et l'ensemble des autres partenaires ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Je pourrais élaborer beaucoup là-dessus. Les réformes structurelles nécessaires qui sont d'actualité en France sont indispensables pour que le fardeau qui pèse sur la Banque centrale soit allégé. On a des problèmes qui sont liés au fait que dans certains pays, on n'a pas assez d'activités budgétaires. L'expansionnisme budgétaire dans les pays qui en ont les moyens, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, devrait être beaucoup plus important. Et ça allégerait le fardeau de la Banque centrale. Et puis il y a un autre phénomène qui est important, qui est les négociations salariales dans les pays qui sont au plein emploi. Dans les pays qui sont au plein emploi, pas nous. Évidemment pas la France, elle n'est pas au plein emploi, hélas, pas l'Italie, elle n'est pas au plein emploi, pas un certain nombre d'autres pays en Europe qui sont nombreux, mais en revanche, à nouveau, en Allemagne et aux Pays-Bas, évidemment, il y a des marges de manœuvre, et il est anormal que nous ayons quasi-stagnation des coûts unitaires de production dans ces pays. Là aussi, la Banque centrale serait allégée dans son propre fardeau si on avait un déclenchement d'un dynamisme plus important des coûts unitaires de production. Donc, vous voyez, ça fait un ensemble. Et tous les partenaires ont une responsabilité. Les banques centrales ne peuvent pas être les seules à porter le fardeau, ni au Japon, ni en Suisse, si je puis dire, ni dans la C'est ce que Christine Lagarde continuera à dire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Jean-Claude Trichet, donc, ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. À bientôt.